retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, le docteur Faustin Tapa, médecin de santé publique, le docteur Roger Etoa, médecin de santé publique, maître Joseph-Claude Biliga, en politique, militant du RDPC, maître Achille Ledio, militant du Social Democratic Front. Avant le début du journal, c'est le docteur Etoa qui avait la parole. Je vous l'ai promis, docteur Etoa, je vous redonne la parole dans le développement que vous étiez en train de faire en rapport avec le sujet sur la campagne de vaccination anti-Covid. Oui, disons qu'on parlait des questions d'hésitation, oui, et d'hésitation vaccinale. Et nous évoquions toutes les pesanteurs, toutes les lenteurs, tout ça qui accompagnait cette campagne. Et ma position en tant qu'expert est toujours de mieux recentrer la cible, de mieux recentrer donc la communication sur la cible. Pour moi, le plus important n'est pas de vacciner les 3 ou 4 millions de Doualaïens. Et on vient de le voir encore, en prenant le cas de la région du littoral. Ouais. C'est vrai qu'il y a un objectif de 70% qui était fixé. Là, on parle de 11 000 personnes qui ont été vaccinées. Et on voit bien que, en réalité, la population cible, comme vous l'avez indiqué, c'est les personnes âgées de plus de 60 ans ou les personnes qui présentent des comorbidités. Oui, c'est-à-dire que c'est prioritairement cette cible qu'il faut aller chercher. Et on sait où ces personnes se trouvent. C'est pour ça qu'il faut revenir sur ce qu'on appelle la santé communautaire. On connaît où la cible des personnes de plus de 60 ans se trouve. On sait qu'on peut toucher les églises, on peut toucher les foyers communautaires, on peut toucher certaines associations de personnes du troisième âge, on peut toucher les centres sociaux, et tout ça pour pouvoir d'abord accéder à cette cible. Donc pour moi, le plus important n'est pas de marcher de porte en porte, de vacciner à tout bras tout le monde, c'est de pouvoir toucher les personnes qui sont le plus à risque. Ces personnes d'un certain âge, des personnes qui ont un certain nombre de comorbidités. Il faut faire un message adressé à ces personnes. Les personnels de santé, parce qu'il faut savoir que seuls 22% des personnels de santé ont accepté de se faire vacciner. Donc il faut accentuer la communication, la sensibilisation. Mais c'est faible. Oui, parce que faible. Ce sont ces personnes-là justement qui sont au contact des malades. Je veux dire, elles ont besoin d'être prémunies pour pouvoir s'occuper. Oui, c'est faible. Mais il faut savoir que l'hésitation vaccinale chez les personnels de santé n'est pas une affaire spécifique du Cameroun. Les statistiques sont similaires quasiment en France, quasiment aux États-Unis, où évidemment le personnel de santé hésite à se faire vacciner. Pourquoi? Tout simplement parce que le personnel de santé ne vit pas en dehors de la société. Elle vit dans la société où il y a toutes sortes tous ces facteurs qui concourent à l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire, le fait que les gens estiment que ces vaccins ne sont pas sûrs. 2, le fait que les gens estiment qu'ils vont être pris pour des cobayes. 3, le fait que les gens estiment qu'il y a énormément de théories du complot, qu'on va diminuer la population africaine et tout. Et ça fait donc que cette communication parce que l'infox, les communications sur les réseaux sociaux et tout sur les médias avancent très vite par rapport à la communication institutionnelle. Tout cela concourt à ce que la population générale, y compris les personnels de santé, hésite à se faire vacciner. Dans ce tapant, on a écouté un certain nombre de responsables dans le journal avec quelques appréhensions des gens qui estiment que, notamment des personnes qui présentent des comorbidités, estimaient que elles hésitent à aller se vacciner parce qu'elles estiment qu'elles peuvent être des personnes à risque, etc. Il y a quelqu'un qui a essayé de lever l'équivoque en indiquant que justement ce sont ces personnes cibles-là. Vous confirmez cet argument-là? Disons qu'en matière de vaccin en général, la manière de donner l'information depuis le début pose un problème. Vous savez, quand les gens
prennent peur devant une situation, ça devient difficile de les ramener. Quand j'ai évoqué tout à l'heure le fait de dédouaner les compagnies qui font le vaccin, et officiellement, ça fait appel à n'importe qui à s'interroger sur la qualité de ce vaccin qu'on veut lui administrer et que celui qui fabrique est dédouané des effets que ça peut produire. De l'autre côté, la cible n'est pas seulement en fonction de l'âge. La cible est justement très fonction des comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a un système immunitaire fragile dès le départ, même si vous lui donnez le vaccin, ce n'est pas ça qui va le remonter. Donc, il faut prendre en compte que nous sommes dans un contexte de santé qui prédispose beaucoup de gens au même risque et que l'information devait toucher les déterminants qui concourent à encourager les gens à renforcer leur système de défense. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les résultats sur le terrain, il y a eu des rumeurs, à tort ou à raison, qui ont effrayé les gens. Il ne faut pas passer outre. Il y a eu des actions aussi qu'il faut relever. C'est-à-dire que le fait qu'on veuille forcer pour vacciner, ça pose un problème. C'est-à-dire les gens se demandent à la fin, qu'est-ce que c'est? On a même le droit de mourir. Dans le domaine médical, il y a le consentement que tu donnes même quand tu veux qu'on t'opère. Ça, c'est encore ton droit le plus absolu. Maintenant, on est en cas d'épidémie, d'accord, il y a des exceptions qui peuvent se pratiquer, mais on reste dans les limites du normal. On ne peut pas, dans un contexte où les gens sont bien portants, les obliger à aller prendre des vaccins. Ça fait du coup la réticence. D'accord. Maître Claude Biliga, je voudrais davantage attirer votre attention ou vous solliciter sur cette sortie du député RDPC du Nord-Ouest qui s'en prend carrément au ministre de l'eau et de l'énergie. On l'a vu dans une sortie très vive contre le ministre Gaston Ilundu-Essova. Vous comprenez cette exaspération-là? Oui, moi je pense que, et c'est pas le premier, hein, peut-être que il y a beaucoup, il y a eu des précédents. Être président peut-être pas avec la même vigueur. Je me souviens d'un ancien ministre des Finances qui, lors des questions orales à l'Assemblée nationale, a été tellement balbutié que quelque temps après il avait été démis de ce fait. Il a quitté le gouvernement. Et je crois que c'est plutôt une raison que depuis ce moment-là que les questions orales sont d'abord écrites. Elles sont déposées, on essaye pour permettre au ministre de se préparer, c'est pas une colle. Donc en fait, il avait beaucoup de problèmes à intervenir. Et en plus, si vous regardez l'histoire du RDPC, des députés du RDPC, vous verrez bien qu'il y a Paul Abimé, une équipe s'était rébellée contre la position du gouvernement en 2008, lorsqu'il a fallu modifier la Constitution, par exemple. On se rappelle très bien même du député Oyono de l'Océan, qui également, après des positions assez différentes de celles du gouvernement. Il y a le cas de Adama Boudou, dont on a parlé tout à l'heure, de l'extrême nord, je crois, de Marois ou de Diamaré. Et autres. En fait, le RDPC, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un groupe de suivistes. Il y a des gens, des députés qui ont des postes qui parlent, peut-être pas forcément devant la télévision, mais dans les commissions, dans les cadres beaucoup moins exposés, ils expriment un certain nombre de choses qui indiquent que nous ne sommes pas dans un parti dirigiste, c'est un parti ouvert où il y a beaucoup de démocratie. Même sur les partis de télévision, vous voyez que très souvent, les membres de RDPC ont des libertés qu'ils prennent dans leurs interventions. Moi, je pense que c'est ça. Il faut peut-être... c'est une réponse à ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'aller à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a des choses qui se font là-bas, qui se font ouvertement, mais il y a également ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir, où des députés font plein de choses et vont voir les ministres, pas forcément devant tout le monde, et qui obtiennent plein de choses pour leur département, pour le pays, etc. Donc moi je pense que c'est bien, pas d'encourager les ministres, les députés qui parlent avec véhémence, mais qui posent des problèmes réels. Parce que hier, je vous assure que je suivais, je crois, la CRTV, et j'ai été surpris. C'était, je crois, le journal de radio, où c'était apporté sur l'intervention du ministre Dondo. Et je vous assure que le ton était fort. On se croirait dans un journal, dans une radio de l'opposition.
C'est-à-dire qu'on a donné la parole à plusieurs Camerounais qui tous ont fustigé le manque d'eau, le manque de lumière. Et moi, je dis qu'il y avait des zones où parfois pendant 4-7 mois, 6 mois, il n'y avait pas eu. Effectivement, et j'ai appris beaucoup de l'intervention de ces personnes sur la radio nationale. Je pense que le Cameroun évolue, il faut accepter cela, il faut être prêt. Plus le temps passe, à voir beaucoup de gens qui vont dire beaucoup de choses. Ce qui est seulement important, c'est la méthode qu'il faut adopter. On peut dire des choses réelles sans être violent. C'est votre avis, Maître Achille? Le duo, il a été visiblement très vif. Le député Koumasé de Santa dans le nord-ouest, par rapport aux questions d'électricité, de l'eau, dans la région qui est la sienne. On a même eu le sentiment, peut-être qu'on ne va pas parler de questions personnelles, mais à un moment donné, il dit, voilà, c'est comme ça, vous racontez n'importe quoi, et puis en novembre, vous reviendrez ici pour défendre un budget et demander des milliards de francs CFA alors qu'on ne voit pas à quoi ça sert cet argent. Un peu dur quand même, non? Avec le RDPC, il faut être véhément. Avec le RDPC, il faut parler du dos de la cuillère. Cette sortie de ce député m'amène une fois de plus à dire que l'appartenance à une chapelle politique ne doit pas être synonyme d'aliénation. Il faut poser les vrais problèmes qui concernent la population. Il faut, surtout quand on est élu de la nation, il faut savoir qu'on est là pour défendre les intérêts des populations. Lorsqu'il faut réfléchir pour détourner les votes des électeurs, le régime du RDPC est ingénieux. Mais lorsqu'il faut réfléchir pour le bien-être des populations, l'on tarit subitement et curieusement d'idées. C'est lamentable. 40 ans de gestion sans partage. À ce jour, on nous dit que l'offre énergétique est problématique. En ce qui concerne l'eau, on vous dit que dans les grandes agglomérations, l'offre est problématique. Dans l'arrière-pays, n'en parlons plus. 40 ans de gestion, de main de fer, sans partage. Non. Ces députés, je veux dire ces membres du gouvernement, vont justement là-bas défendre les enveloppes budgétaires. Ils ne partent pas là-bas expliquer les politiques qu'ils mettent en œuvre, puisque la Constitution dit que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le gouvernement l'exécute, le met en œuvre par le touchement du Premier ministre. Alors, ces gens ne vont pas là-bas, effectivement, je vous dis à l'Assemblée nationale, discuter avec la représentation nationale sur les problèmes qui minent la société. Ils partent plutôt défendre des politiques bancales et bien sûr défendre les enveloppes budgétaires. On m'a donné des... Oui. Avec cette sortie, si on a des députés RDPC comme ceux-là, qui s'expriment de façon aussi libre. Si à côté d'eux, on a des députés de l'opposition, du SDF ou d'autres formations politiques, qui portent leur voix à côté de celles des députés RDPC, peut-être qu'à l'Assemblée nationale, ça bougerait davantage et qu'on aurait peut-être des résultats nettement meilleurs que ceux qu'on a. Le sentiment qu'on a justement, c'est qu'à un moment donné, il y a certains députés de l'opposition qui se comportent comme si c'était des députés du pouvoir. Non, n'étiquetez pas comme ça les députés de l'opposition. C'est plutôt les députés de la majorité présidentielle ou parlementaire, le RDPC, qui se considèrent comme des suivistes. J'ai dit que l'appartenance à un parti politique, ce n'est pas de l'aliénation. Le SDF, pour ce qui est de ma formation politique, a toujours montré que nous sommes dans notre rôle de veille de sentinelle. L'affaire du Covid, c'est un député SDF qui a mis ça à l'ordre du jour. Et au départ, qu'est-ce qu'on disait? Que c'était un populiste. Et je vous dis que si c'était un député SDF qui avait fait ces révélations, qui avait tiré à boulet rouge comme ça là, sur le ministre de l'eau et de l'énergie, on aurait déjà envoyé la toile, acheté les journaux pour dire que c'est du populisme. Okay. Vous voyez? Alors, messieurs, on va sortir. Je ne sais pas si le docteur et toi ou le docteur Tapa voudrait dire un mot sur cette question. Donc, je pense que, Achille,
faudra être un peu honnête. Je pense que s'il y a un parti dans ce pays qui utilise le 8-2, c'est vous. Oui, mais le 8-2, c'est notre règlement intérieur. Un parti qui impose une dictature sur ses membres. C'est-à-dire que une dictature? Oui. Le 8-2, vous savez ce que c'est une dictature, le 8-2? Tu peux me permettre de dire. J'espère que je vais pouvoir vous répondre après. Non, ça sert à rien de marier parce que tout le monde sait ce que c'est. Donc, je veux dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision vous dire que les députés de SDF sont les plus libres qui peuvent. Non, vous savez bien que pour eux, ils ne peuvent pas. La preuve. Aussi a failli être évincé dernièrement tout simplement parce qu'il a usé de sa liberté en tant que député de la nation. Vous ne savez pas si vous êtes repêché. Vous ne connaissez vraiment. Excusez-moi, grand frère, je fais partie de la région du littoral. Je suis conseiller juridique régional du littoral, mais je vous dis, c'est un dossier glissant. Laissons l'autre côté là. Vraiment. Sinon, je serais désobligeant ou alors impertinent. Je peux faire. Non. Je suis le dossier de l'honorable Joshua aussi, je n'en parlerai pas sur ce plateau, mais je dis que ce n'est pas l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agissait. Oui, je voudrais juste profiter de l'occasion pour dire en matière de santé, comme pour le Covid, comme pour les autres maladies, il faut que les populations se recadrent un peu en ce qui concerne la prévention et comprendre que l'une des leçons à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser les méthodes que vous avez de façon régulière en espérant avoir mieux le lendemain. Et ces méthodes, c'est quoi? Tenir compte de son eau, qu'on boit régulièrement. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau, mais il faut mettre un accent sur l'hydratation constante et il faut faire attention à son alimentation. C'est important de faire attention à ce qu'on mange. Ça, ce message va également à nos agriculteurs aujourd'hui qui cultivent avec des engrais. Vous pouvez voir sur le marché la qualité de tubercules ou de légumes qu'on a. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange parce que ça, en fait, c'est ça qui change notre corps. Et pour finir, l'exercice physique doit être dans les habitudes. Cet exercice physique, c'est la marche, c'est la danse, c'est des trucs modérés. Et pour notre comportement, il faut éviter les intoxications volontaires comme l'alcool, les tabacs et tout ça, les drogues aujourd'hui. Donc, on peut recadrer la lutte vers ce côté qui va aider beaucoup en attendant que le gouvernement fasse ça. Pendant que le débat sur le vaccin soit bouclé. Mon territoire, pour sortir de l'émission. Oui, disons que je ne suis pas expert des questions parlementaires. Là, justement, c'est l'expertise. Là, je reconnais volontiers l'expertise de Maître Lidio, qui est expert des questions politiques. Vous avez vu, quand il a parlé, je me suis tué. Je respecte vraiment, je suis devant son expertise. Donc, quitte à lui de respecter l'expertise médicale. Donc, mais en allant me vacciner, oui, il faut vous vacciner. Non, je vais me vacciner quand un ministre va détourner. Quand un ministre va détourner, je vais me vacciner. C'est clair. Pour être plus sérieux, je pense que sur des politiques publiques en matière de santé publique, il est démontré que si vous offrez de l'eau potable à une population, vous diminuez les maladies de 80%. Je dis 80%, juste de l'eau potable. Et donc, vous n'avez pas besoin, pour améliorer la santé d'une population, de construire des grands hôpitaux, de, je sais pas, les ambulances et tout. Vous avez juste besoin de leur offrir de l'eau potable. Et donc, pour moi, tout ce qui peut concourir comme cri de détresse pour qu'on puisse offrir de l'eau potable aux populations, qu'elles soient rurales ou urbaine, je suis totalement preneur, quelle que soit la méthode forte, la méthode douce, la méthode et tout, je suis totalement preneur. Évidemment, la question de l'énergie électrique est évidemment importante. Moi, j'étais médecin-chef dans des brousses où on a opéré des hernies parfois avec la torche. Donc, la question de l'énergie électrique est sensible et je suis... Avec des torches. Oui, bien sûr. La personne s'en est sortie. Oui, c'est aussi ça le génie le génie médical sous les tropiques. Donc, je suis sensible à tout ce qui peut également offrir de l'énergie électrique à toutes les populations. Ça, moi, je viens de Zili. Zili, c'est un village de l'est du Cameroun. C'est une profondeur. Donc, on n'a pas d'énergie électrique là-bas. C'est un vrai spectacle désolant. La nuit, quand ça arrive, tout est noir.
Et j'embrasse, je salue de deux mains justement la sortie d'un député comme ça qui peut réveiller les pouvoirs publics pour qu'elle puisse offrir Merci, docteur Roger Etoa, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique. Merci également à vous, docteur Faustin Tapa, d'être venu là pour échanger avec nous sur cette problématique-là. Merci à maître Joseph-Claude Bidiga du RDPC et à maître Achille Ledio du Social Democratic Front. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.